La nouvelle Première ministre britannique Elizabeth Truss qui a donc annoncé, c'était en fin de semaine dernière, ce plan massif de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à cette crise énergétique. Les ventes des détails publiées ce matin sont catastrophiques au Royaume-Uni pour le mois d'août. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Déo, directeur de la stratégie, de la recherche stratégique monde chez Ostrom Asset Management. Pour quelqu'un, Liz Truss, qui se présente comme très très conservatrice, c'est comme ça quand même qu'elle s'est vendue lors des élections, elle a quand même dégainé un plan d'aide massif et colossal. Est-ce qu'elle se renie déjà quelque part? Non, pas vraiment, mais Pragmatique, diront certains. oui, alors pragmatique. Il faut, juste avant de répondre à la question, il faut rappeler les chiffres, c'est 150 milliards de livres sterling. 6 points de PIB. Voilà, 5 gros points de PIB. Alors c'est sur 2 ans, mais ça reste quand même énormément d'argent. Je pense que c'est un plan qui est intéressant à court terme parce que, vous l'avez dit, la consommation s'effondre au Royaume-Uni. On a aujourd'hui les chiffres des ventes de détail, moins 1,6% Ouais, sur le mois d'août, c'est catastrophique, on attendait moins 0,5%. c'est ça. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On a un choc énergétique qui est massif, comme partout en Europe, mais en particulier au Royaume-Uni. Et en plus, il y a une inflation qui est galopante, donc une banque centrale qui monte les taux. Et il faut se rappeler que les Britanniques, pardon, ont beaucoup d'emprunts immobiliers à taux variable. Et donc, quand les taux montent, contrairement en France où on est à taux fixe, Oui. très très vite, ça a un impact très fort sur le revenu. Donc, il y a un vrai sujet de pilotage cyclique. Et donc, l'idée de Truss, c'est d'essayer de passer la pilule en quelque sorte avec effectivement ce plan extrêmement Et un massif. bouclier d'ailleurs tarifaire qui plafonne à 27% à la hausse de la facture de gaz et d'électricité. D'ailleurs, soit dit en passant, ça fait passer notre bouclier tarifaire à nous qui est à plus 15% comme étant très très protecteur. Oui, c'est marrant parce que du coup, vous avez un plan de relance qui est extrêmement fort et qui va être déflationniste, en tout cas à court terme. C'est-à-dire C'est que, tant mieux parce qu'ils ont quand même plus de 10% oui, d'inflation. on avait des projections qui nous amenaient vers 15% d'inflation. Le bouclier tarifaire devra enlever grosso modo 4 à 5 points sur l'inflation. Donc on va rester sur du 10%, ce qui reste colossal. Mais donc paradoxalement, on a un plan de relance qui va aider les entreprises, qui va soutenir la consommation et qui nous oblige, en tout cas à court terme, à raboter, enfin raboter plus que ça, puisqu'on enlève quasiment 5 points sur le profit d'inflation. Après, ce plan-là, il est d'ailleurs, si on fait le parallèle avec la France, le bouclier tarifaire qui coûte en net 16 milliards d'euros est beaucoup moins puissant que l'ensemble du plan. On a dit 150 milliards de livres sterling, quasiment 6 points de PIB. Oui, c'est un énorme pari. Alors, il n'y a pas d'argent magique. À court terme, ça va soutenir l'activité très clairement parce que vous redonnez du pouvoir d'achat aux ménages. Et donc inflationniste aussi, quelque part. Ça baisse, alors, ça baisse l'inflation de manière faciale puisque les prix de l'énergie, de facto, avec le bouclier, baissent. Mais effectivement, à moyen terme, ça veut dire, d'une part, que vos finances publiques vont quand même beaucoup. Ils sont où aujourd'hui? Je ne vois pas où ils sont en termes de déficit public. Ils ont un déficit qui devrait tutoyer les 5%, mais ça devrait aller beaucoup plus haut. Et ce que vous faites en même temps, c'est effectivement, il n'y a pas de baisse de la consommation, donc les pressions inflationnistes sous-jacentes vont être maintenues à un niveau très élevé. Donc vous avez un effet d'optique à court terme, mais à moyen terme, c'est très inflationniste comme plan. Pourquoi est-ce qu'il est risqué, donc, ce plan? Il est risqué parce que vous mettez les finances publiques en danger, parce que vous ne luttez pas contre l'inflation. Vous avez cet effet d'optique de court terme, mais à moyen terme, vous boostez l'inflation. Et parce que vous créez des déséquilibres extérieurs. Un des points qui, moi, m'inquiète beaucoup, c'est que la balance des paiements, c'est-à-dire le déséquilibre extérieur de la Grande-Bretagne, est de l'ordre de 8% du PIB. Ça commence à être des chiffres très, très impressionnants. Si vous boostez la consommation encore plus, vous allez encore... Donc gros déficit jumeau. Donc à court terme, c'est très bien, vous avez un peu plus d'activité, un peu moins d'inflation, mais à moyen terme, vous voyez que vous prenez un risque énorme sur beaucoup de déséquilibres que vous allez exacerber. Et donc à quelques années, on a des trajectoires qui commencent à être un petit peu préoccupantes, pour le dire poliment, sur le Royaume-Uni. Je reviens sur ma première question quand même. Elle s'est un peu reniée ou pas pour une conservatrice qui arrive finalement au pouvoir et qui nous balance? Parce qu'au final, quand on rajoute les baisses d'impôts et des baisses d'impôts qui sont promises en plus de ce plan, on arrive quasiment à 10 points de PIB Oui, oui, tout à fait. de stimulus budgétaire. Oui et non, enfin elle s'est reniée. Il y a, comme vous l'avez dit, des baisses d'impôts, donc il y a une vraie politique, entre guillemets, thatchérienne, si le terme est adéquat, pour essayer de maintenir la productivité, maintenir la compétitivité des entreprises. Mais oui, la partie relance, c'est
C'est pas du tout ce qu'on attendait de ce genre de personnes. Après, en même temps, il y avait possiblement une récession au quatrième trimestre qui a été déjà Mm. quasiment annoncée par la Banque centrale anglaise, la BOE. Voilà, cette inflation qui est quand même excessivement violente. Certains parlent d'une possible crise sociale qui menaçait le Royaume-Uni. Il y avait comme urgence aussi à ne pas laisser tout ça Oui. comme ça. Oui, oui, complètement. Mais si vous regardez par exemple la façon dont le bouclier tarifaire fonctionne, il est complètement homogène. C'est-à-dire que les Anglais disent que ça coûte très cher d'être pauvre. Et malheureusement, c'est vrai. C'est-à-dire que les pauvres sont touchés beaucoup plus par l'augmentation du prix de l'énergie. Donc on aurait pu, par exemple, penser à des mesures beaucoup plus ciblées pour effectivement aider les bas revenus qui, effectivement, en ont besoin et ce qui permet effectivement d'éviter des problèmes sociaux. Là, on a ce qu'on appelle du carpet bombing, c'est-à-dire qu'on distribue à tout le monde. Et donc le coût en termes de budget est beaucoup, beaucoup plus élevé. Mais en même temps, eux n'ont pas les 3% de déficit public, même si ces critères-là ont été suspendus encore Oui, en 2023, mais au moins ils peuvent relancer la machine. Oui, mais une fois de plus, il n'y a pas d'argent magique. C'est-à-dire que si vous relancez la machine en faisant des énormes déficits financés par de la création monétaire, c'est de l'inflation. Et de l'inflation à terme. Mais ça soit financé par la création monétaire de moins en moins, puisque la Banque centrale anglaise ne fait plus de quantitative easing, n'achète plus encore une fois les obligations mais souveraines anglaises. Donc, mais dans ce cas-là, vous allez avoir les taux qui vont exploser et donc à terme, on le voit déjà? Pas encore. Oui, oui, on commence à voir les taux qui montent très très vite. D'ailleurs, mais comme chez nous. Si, quand même. Vous avez une banque centrale qui est plus agressive qu'en Europe. Et si, une fois de plus, vous maintenez des pressions à moyen terme inflationnistes, vous allez avoir des taux d'intérêt qui sont plus hauts. Il n'y a pas de solution miracle, si vous voulez. C'est soit effectivement... Mais quelle était l'alternative, encore une fois, en termes de stratégie économique pour l'État? L'alternative, c'était de faire quelque chose de moins important. Elle risque, comme Biden, finalement, de faire un plan trop massif par rapport aux besoins? Je pense. En même temps, la récession pointe, les risques de pénurie, de coupure de gaz aussi chez eux. Oui, mais si vous évitez la récession, la question c'est souvent la même, c'est un arbitrage entre le court terme et le long terme. C'est est-ce que vous êtes prêt à avoir une récession maintenant? Pour calmer l'inflation. Voilà. Ou qui dit récession, pardon, qui dit récession dit chômage, dit oui. désespoir, Oui, oui, complètement. Mais les déséquilibres que vous créent des risques encore plus importants à moyen terme. Ouais. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'on échange une récession qui était quasiment certaine pour des risques futurs qui sont plus importants, mais qui sont moins sûrs. Là, quand je vous dis il y a une déficit des balances des paiements qui est énorme. Il n'y a que des mauvaises solutions, quoi, finalement. Et on essaie de prendre la moins mauvaise. Oui. Et pour vous, ce n'est pas celle-là la moins mauvaise, finalement? Après, elle fait de la politique, ce que vous ne faites pas aussi. Hein. Exactement. Et donc, il y a une histoire d'horizon de placement qui n'est pas exactement la même. À court terme, une fois de plus, c'est un plan qui va être bon pour l'économie, c'est-à-dire qui évite une récession très grave et qui fait baisser l'inflation. Le problème, c'est que vous hypothéquez énormément le long terme. Il y a un autre élément qu'on oublie souvent, c'est que 90% des biens d'investissement au Royaume-Uni sont importés. Donc quand vous faites un plan comme ça, que la devise se casse la figure, parce que la livre baisse énormément, vous êtes en train de dire aux entreprises, ça va coûter très très cher d'investir. Donc l'investissement baisse, donc votre croissance potentielle baisse. Donc vous voyez, vous achetez vraiment un calme de court terme en hypothéquant énormément le moyen terme. C'est ça l'arbitrage, en fait. Et donc oui, moi il y a un problème de base, c'est qu'on n'a pas assez d'énergie et que donc les prix explosent. Donc il n'y a pas de solution miracle. Mais ce dont il faut avoir conscience, c'est que la taille du plan fait que elle prend un risque qui est absolument énorme. Pas à court terme, une fois de plus. À l'horizon fin d'année ou début d'année prochaine, c'est très bien. Mais je n'aimerais pas être Premier ministre anglais, alors il y a peu de chances que je le sois, mais je n'aimerais pas être Premier ministre anglais dans un an ou deux. Hein. Bon, on finit là-dessus juste, Stéphane. On nous avait dit que le Brexit serait une calamité pour le Royaume-Uni. Ça n'a pas été si dramatique que ça, au final. Ouais. Non, mais il n'y a pas eu de collapsus économique généralisé. Ça n'a pas été la... On nous avait vendu la fin du monde, franchement. Alors moi, je ne vous avais pas vendu la fin du monde. J'ai pas dit vous. C'est gentil. Non, je pense que l'idée, c'est penser que l'économie allait s'effondrer. Pour moi, ce n'était pas la bonne analyse. C'est plutôt une rupture des liens avec l'Europe et donc une perte de compétitivité. Et c'est plutôt quelque chose sur le long terme, avec une perte de croissance sur le long terme. Au lieu d'une falaise qui s'effondre, vous avez quelque chose qui dure. Alors, le coup de chance, en quelque sorte, des Brexiteurs, c'est qu'ils ont eu le Covid et donc ils disent, regardez, le PIB
du Royaume-Uni est en dessous des autres, mais ce n'est pas notre faute, c'est le Covid, certes. Il n'empêche qu'en termes de part de marché à l'exportation, ils ont énormément perdu, en termes de productivité, ils ont énormément perdu. Enfin, quand vous regardez les indicateurs structurels de moyen terme, il y a très clairement eu un choc asymétrique assez fort sur le Royaume-Uni. En défaveur. Mais oui. ça veut dire que vous perdez quelques dixièmes de points de PIB chaque année. Donc, mais ce n'est pas l'effondrement, effectivement, que certains attendaient. Certains est prophétisé à tort. Qui me semblait un petit peu exagéré, effectivement. Allez, merci beaucoup. Explication signée Stéphane Déo, directeur de la recherche stratégique monde chez Ostrom Asset Management. Merci Stéphane. Merci.